Bonjour, donc je m'appelle Damien Zalio. Je suis professeur agrégé d'espagnol au lycée de la Vallée de Chevreuse à Gif-sur-Yvette et je suis spécialisé en linguistique romane contrastive italien-espagnol. Très bien, ben bonjour. Et alors, commençons par le commencement. Quel est le titre de votre thèse? En quelle année l'avez-vous soutenue? Dans quelle université et sous la direction de qui? Alors, je vais me permettre de la lire là parce que le titre est assez long. Donc, c'est le titre de ma thèse, c'est Études synchroniques contrastives des descendants romans d'Essai et de Stare, les signifiants italiens essere, stare, à la lumière des signifiants espagnols sere et stare. Et donc, je l'ai préparé sous la direction du professeur Madame Marie-France Delport à Paris 4 et je l'ai soutenu le 30 novembre 2013. Donc, ça date un peu là, déjà. Ça date un peu, si vous saviez, il y en a qui ont été interviewés, qui avaient soutenu leur thèse il y a plus de 50 ans, donc vous avez encore le courage. Alors vous avez dit, avant qu'on commence, vous avez dit, bon, je vais me permettre de lire mon titre parce qu'il était très très long. Rétrospectivement, il est trop long ou, ah bah, moi j'avais besoin de donner ces informations. Alors, je trouve qu'il est long, il est trop long parce que là, comme ça, en le lisant, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd et c'est moche. Après, bon, c'est une thèse, donc bon, quelque part, pourquoi pas. Je pense que ça traduit et trahit aussi peut-être un petit peu à l'époque mon souci d'exhaustivité. Et j'avais vraiment tenu à dire que c'était synchronique, à préciser italien, espagnol, à dire que je partais du latin, même si ce n'est pas une étude diachronique. Mais donc j'étais un petit peu, je crois, finalement embarrassé avec tout ça. Et c'est pour ça que j'ai souhaité avoir un titre long. Clair. Mais c'est vrai que ça prouve déjà la distance qu'on peut prendre à l'égard de sa thèse. C'est-à-dire que là, 13 ans plus tard, vous vous dites, bon, mon titre, bon. Donc on verra après si vous Oui. avez pris du recul par rapport au contenu, mais il y a déjà, je Oh, remarque, et on est tous pareils, hein, voilà, sur la thèse et la distance qu'on peut prendre à l'égard de ce travail d'un jeune chercheur. Alors avant d'aller au pourquoi de la thèse et tout ça, et votre parcours. Moi, c'est mes questions lancinantes en ce moment. Pourquoi prof et pourquoi l'espagnol? alors, pourquoi prof? Parce que j'aime beaucoup transmettre. Parce que, alors, je voulais pas forcément être prof, uniquement prof. Et d'ailleurs, j'ai fait autre chose. Moi, ce qui m'intéressait d'abord et avant tout, c'est vraiment assez, assez, assez tôt, en fait, dans ma scolarité, dans le secondaire, euh, étudier les langues, observer les langues, travailler avec les langues et transmettre ce qu'on fait avec les langues ou comment on les observe, comment on peut les apprendre. Donc c'était vraiment ça avant tout, c'est plus une vision, disons, globale. Et sinon, après, prof, ça me convient très bien aussi. Si Mais c'était à je voulais, refaire, j'avais cette exigence. Pardon? si c'était à refaire, prof? Ah oui, 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 oui. Bon, d'accord. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'avais cette exigence envers moi-même en tout cas. Je sais que c'est pas forcément le cas pour les autres, mais je voulais pas, alors si on considère que l'université fait partie de la scolarité, je voulais pas être moi en tant qu'élève dans le secondaire, après aller dans une autre école, l'université, pour revenir tout de suite. Je voulais vraiment voir comment Hmm. c'était ailleurs avant. Bon, C'était très très important pour moi ça. d'accord. Et finalement, après avoir été voir ailleurs comment c'était, vous êtes revenu à l'école. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, ça n'a rien à voir en fait, c'est pas embêtant Bon, finalement. alors, justement, parlons du parcours. Puisque manifestement, il y a eu des tentations de quitter l'école. Donc, est-ce que parlez-moi de votre parcours classique avec une licence, une maîtrise, un DEA ou un M1 ou un M2, et puis de votre parcours peut-être moins classique, celui où vous êtes allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Alors, au niveau de mon parcours scolaire, à la fois c'était classique à la fois classique et pas classique. C'est un peu comme Célestin. Mhm. Pardon. J'ai commencé en fait, j'ai fait donc l'espagnol. J'ai commencé par l'espagnol en fait au collège en LV2 et puis après et c'est ça ce qui m'a fait accrocher avec les langues, disons. Après j'ai fait allemand LV3 et puis je me suis dit pourquoi pas, tiens, je vais rajouter.
en option pour le bac, italien en LV4. Donc, et là, j'ai vraiment accroché aussi avec l'italien. Enfin, j'avais accroché avec l'allemand aussi, mais je trouvais ça vraiment génial. En fait, j'ai trouvé ça, plus j'apprenais de langue, plus je trouvais ça absolument fascinant. Je pouvais même lire, enfin, même lire les, les notices ou les ingrédients sur les boîtes de conserve. Je trouvais ça hyper fascinant. Donc, bon, j'avais au moins cet avantage-là que j'étais jamais blasé. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis orienté ensuite vers une licence, pour le coup, LLCE. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est classique. Voilà, j'ai fait LLCE, licence italien, puis après maîtrise, LLCE, master. Par contre, au niveau quand je suis arrivé en master 2, ouais, c'est ça, comme j'avais fait de l'italien, sur mon diplôme de DUG et de licence, c'était marqué italien, même si j'avais quand même fait l'espagnol en LV2. Oui, Je voulais aussi, par pur pragmatisme, pour des raisons professionnelles aussi, pour donner plus de chances d'avoir du travail, qui est l'espagnol. Et j'avais passé 2 ans en Italie entre-temps, en Erasmus, puis en assistant, en tant qu'assistant. Et l'espagnol me manquait beaucoup tout le temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui à chaque fois me peinait. J'arrivais pas à imaginer l'un sans l'autre. Donc j'ai passé en double cursus une licence d'espagnol. d'accord. Euh, Puis après, j'ai interrompu entre guillemets mes études pendant 2 ans, je crois, c'est ça. J'ai commencé à être traducteur, notamment, à faire des vacations, des vacations à l'université, des remplacements aussi dans le secondaire. Et j'ai perdu le fil, excusez-moi. Non, non. Euh, voilà, enfin, donc, et puis après, je suis arrivé au doctorat en 2007, c'est ça, j'avais commencé en 2007, donc. Un an après. Non, j'ai fait une interruption d'un an seulement, au niveau de mes études, si on compte le doctorat dans les études. D'accord. Alors, parenthèse, ça m'a fait rigoler quand vous avez parlé des modes d'emploi, parce que je croyais que personne ne les lisait jamais. Donc, oui, Si, si, moi il y a aussi. au moins vous qui lisez les modes d'emploi, et en français, Oh, et à en l'époque. espagnol, et en italien, le cas échéant, en allemand. Alors, Voilà. et vous m'avez parlé de maîtrise, enfin de M1 et de M2. Sur quoi portaient vos mémoires? Ah oui, alors, oui, c'est vrai que alors, mes mémoires en fait portaient sur la littérature italienne contemporaine. Donc c'était pas par défaut, Mm. parce que ça me passionnait. Mais par contre, c'est vrai que de par les enseignants que j'avais dans le cursus d'italien, on n'était pas forcément euh, comment dire, invité à s'intéresser à ce qui est strictement linguistique. Enfin, j'aime pas dire strictement parce que tout ce qui est Mm. linguistique englobe beaucoup de choses. Mais par contre, je savais pas, j'aurais bien aimé commencer à faire des recherches de linguistique, que ce soit sur l'italien ou l'espagnol ou des comparaisons entre les deux. Par contre, je ne savais pas du tout par quel bout commencer. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, quoi, en fait. Un travail de recherche en linguistique. Donc, c'est pour ça que qu'en fait, ma thèse, mon vrai premier travail en linguistique, c'était finalement la thèse. Mais après, je regrette pas. Enfin, c'est pas, je regrette pas du tout. Je suis très content d'avoir aussi travaillé sur la littérature. Et alors, le sujet de thèse proprement dit, pourquoi vous l'avez, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça sur quoi vous avez travaillé? Alors, là, pareil, c'est une réponse peut-être un peu pragmatique, quelque part. C'est-à-dire que c'était pas forcément ce sur quoi j'avais absolument envie de travailler. Comme je viens de le dire, en fait, je réalise après coup que finalement, j'avais assez peu d'idées de, de quel sujet faire en fait en linguistique. J'avais vraiment ce problème-là. Par Mm. contre, et j'imagine que c'est pour ça que j'ai quand même décidé de m'inscrire en thèse de linguistique, je voulais absolument euh, vraiment découvrir qu'est-ce qui fait que une langue, comment fonctionne en fait ce système, qui est pour moi à la fois fascinant et très mystérieux. Aussi parce que je pensais que ça me donnerait plus de chances pour être traducteur, parce que c'était aussi un de mes projets. Et bon, je me suis rendu compte que c'était pas le cas du tout après, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et donc je suis allé voir donc Madame Delport et je me souviens de lui avoir proposé, je crois, un sujet sur bon déjà le lien entre la forme des participes passés et le radical des prétérit en italien, des choses comme ça, et aussi quand même la différence esse stare en italien, c'est restare en espagnol, parce que j'avais remarqué, donc pas au niveau du discours scientifique, parce que
Je ne crois pas rétrospectivement que j'avais déjà vraiment regardé des ouvrages universitaires, enfin des articles, des Mm. travaux universitaires sur le sujet, mais au niveau grammatico-graphique, j'avais quand même remarqué que, bon, bah, en espagnol, bien évidemment, enfin, on peut presque, je pense qu'on peut dire à peu près sans craindre la contradiction que c'est certainement le sujet le plus débattu ou le plus épineux, alors qu'en italien, pas du tout. Ah oui, Mais par contre, ces deux verbes existent bien. C'est pas la même répartition, mais ils existent. Ils sont là. On a d'ailleurs la même chose avec avere et tenere. Donc, c'est que quelque part, bon, ça veut dire que ça pose peut-être pas problème non plus au locuteur. oui. Mais ça veut dire aussi que, bon, ça veut dire que c'était quand même intéressant. On ne peut pas ignorer cette existence-là. Et dans les travaux que j'ai consultés un petit, au tout début de ma thèse, je me suis rendu compte que surtout on évacuait la chose en disant, enfin quand c'était traité, parce que d'ailleurs à la fin de ma thèse, je me suis rendu compte que en fait il y avait presque vraiment rien sur le sujet, vraiment pas vraiment par bribes en fait, Mm. des quelques considérations qui étaient souvent d'ordre extra-linguistique du genre. C'est, oui, alors stare, avec toutes les connotations que ça peut avoir, c'est un méridionalisme, on utilise ça à Naples, à Rome, donc c'est pas bien, quoi. D'accord. Et donc c'était extra-linguistique, et en fait, je pense que je me disais, non, c'est pas possible, il y a autre chose, quoi. Et donc ma directrice de thèse m'a dit, je peux pas vous aider là-dessus, je peux pas vous aider là-dessus, mais comme j'ai travaillé, puisqu'elle avait travaillé sur Abel Tener, elle m'a dit par contre, et qu'elle était aussi italianiste, enfin pas italianiste, mais elle avait, alors, elle Oui. aussi en fait commencé par l'italien. Et elle a travaillé un petit peu d'ailleurs sur l'italien. Elle m'a dit, ça vraiment, je suis pas certaine qu'il y ait matière à travailler sur les sujets que vous me proposez. Par contre, sur Celestar, et Celestare, là, c'est sûr, je peux vous aider. Donc je me suis dit, banco. Ben oui, bien sûr. Voilà. Bon, et alors, techniquement, comment on fait une thèse sur Célestat et l'italien? Il faut faire un corpus, faut avancer Oui. et dire bonjour madame, bonjour monsieur dans la rue avec un micro, vous diriez Cel ou Estal, comment on fait? Alors ça, je sais que j'avais fait, j'avais mes cobayes en fait, mais ça c'était plus bah, à travers mes amis, mes connaissances natives. C'était vraiment plus pour m'orienter sur certaines choses. Mm. Euh, Même si je me rends compte qu'en fait, les locuteurs natifs ne disent pas, enfin finalement, ne nous apprennent pas grand-chose. Enfin, c'est un peu péremptoire peut-être, mais bon, finalement, sur vraiment comment fonctionne la langue. Ils nous apprennent quelque chose sur le monde, sur la façon dont on dit le monde, mais pas sur la langue en soi. C'était toujours assez décevant en fait. Mais bon, je m'égare un petit peu. Alors, au niveau du corpus, clairement, moi j'ai écarté le corpus oral tout simplement parce que je maîtrisais pas les outils et puis j'ai eu tellement de travail en fait avec ma thèse que honnêtement, je me suis dit déjà avec l'écrit, j'ai vraiment de la matière. Mm. Donc voilà. Ça a été très difficile de constituer un corpus. Je crois que j'avais plus de 5000 exemples. Je me souviens avoir fait des tableaux croisés dynamiques. J'avais pris des données. J'ai créé mon propre corpus en fait Excel à partir de corpus de l'italien, des corpus sur Internet en fait prêts à l'emploi, de l'italien, de l'espagnol. J'avais aussi pris la presse, la littérature, les livres enfin les romans, la fiction que je lisais, vraiment à peu près tout. Et par contre, c'était assumé de ne pas me cantonner à un genre, un type d'écrit, un support. Je trouvais ça très important en fait de ne pas hiérarchiser. C'est pas parce qu'on a un ouvrage de fiction qui est considéré comme super bien Oui, qu'on va pas. Au contraire, en fait, qu'on va pas observer quelque chose qui est moins considéré ou qui n'est pas du même genre ou du même support. ok. Et, justement, je trouve ça très intéressant parce que quand on observe la langue, on se rend compte que bah non, c'est pas. Enfin, enfin, pour moi, c'est comme ça. C'est ça qui m'a aidé en fait à faire mon corpus. Mais alors du coup, si vous l'avez pas hiérarchisé, ça, enfin, moi je suis pas linguiste, mais je trouve que c'est formidable. Vous l'avez catégorisé, comment vous avez fait? Alors oui, alors, honnêtement, c'est un peu flou maintenant parce que ça remonte un petit peu, mais je sais que ça a été très compliqué. Alors peut-être que je devance un peu les questions qui, C'est mais pas bon. grave. D'accord. C'était je me souviens que c'était très pénible parce que on est dans une espèce de brume initiale et je mettais plein de colonnes, c'était schéma sémantique, schéma syntaxique, schéma. Donc en fait, est-ce que je me focalisais sur le signifiant, sur le référent,
c'était hyper compliqué, quoi. Vraiment, je me suis créé des tableaux croisés dynamiques par langue, par période, je faisais des schémas actentiels. Enfin, je crois que je serais incapable de refaire ça aujourd'hui. Donc, c'était quand même voilà. Par contre, voilà, je fonctionnais par colonne. J'avais, je sais pas combien de colonnes pour mes occurrences. Et après, je fonctionnais et là encore, je ne serais plus capable de le faire aujourd'hui, je ne sais pas comment je me débrouillais. J'arrivais à faire des tableaux croisés dynamiques, avoir des statistiques. Après, les statistiques ne disent pas tout non plus, donc Non. c'était important d'avoir à la fois quelque chose d'authentique, parce qu'on peut aussi faire de la linguistique hors sol. Mais voilà, vraiment, il fallait que j'observe le discours. C'était à la fois très théorique, et en même temps très pratique, quoi. Et vraiment cette matière première brute. Donc voilà, ça a été compliqué. Alors, Euh, est-ce que vous croyez que aujourd'hui, avec l'outil, enfin, avec ce que permet l'IA, parce que bon, on tape à bras raccourcis sur l'IA, mais sans réfléchir complètement à l'usage qu'on peut en faire, c'est-à-dire comme un simple assistant qui, ben là, vous m'avez dit, moi j'avais une matière monstrueuse, je ne savais pas comment organiser les choses, il fallait que je fasse des ponts, j'arrive à retenir les choses pour les croiser, tout ça. Est-ce que vous croyez qu'un usage de l'IA vous aurait permis alors de gagner du temps et puis surtout d'avoir une approche plus, je ne sais pas, peut-être plus systématique de votre corpus, voire vous aider à composer le corpus, Pardon? voire vous aider à composer le corpus. Alors, je vais être au risque de paraître un peu technophobe, mais c'est plutôt que je suis technocritique. Ok. A priori, je dirais que non. Mais bon, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Mais je dirais que non parce que justement, l'IA est statistique, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de, elle s'alimente elle-même, donc des fois parfois de ses propres erreurs, donc ça crée aussi des problèmes. Et, euh, et je pense qu'il y a des choses je pense qu'elle peut amplifier justement des biais. Et on a aussi le problème, et d'ailleurs c'est quand même, je suis désolé pour la redondance, mais c'est problématique. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur le sujet, pas un article universitaire, enfin d'un universitaire, mais dans un article grand public, sur le problème que justement aujourd'hui, comment on fait quand on va sur Internet, on veut une occurrence Internet tirée d'un forum, je sais pas, d'un réseau social. Et ça c'est hyper intéressant en fait pour un linguiste, moi je trouve, parce on voit vraiment la langue in vivo, vraiment en direct, et on la voit dans sa micro-diachronie, quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Mm. Et par contre, comment on fait aujourd'hui quand on ne sait même pas si la page en question, enfin en tout cas le segment en question, a été rédigé par un humain ou par une machine? En tout cas, on ne le sait pas en première analyse, et ça, je sais pas. Peut-être qu'au niveau purement technique, ça m'aurait aidé. Mais pour les données, j'en suis pas persuadé. Je suis désolé. Ah bah Mais non, mais peut-être que... le soyez pas, justement, en ce moment, on réfléchit à toutes ces questions-là et je pense qu'on peut difficilement être catégorique sur les choses et vous le dites bien, je pense que, il me semble que... Mais à Hmm. propos de ce que vous avez dit sur les biais, vous avez dit l'IA, il y a les biais et compagnie, mais en même temps, ces biais sont le reflet, parce que l'IA, il invente, oui et non, mais en tout cas, il s'alimente de l'Internet. Donc il alimente de ce qu'il dit et il tire des conclusions qui sont plus ou Oui, moins valable et tout ça, mais le biais, justement, le biais sur l'IA, est-ce qu'il ne serait pas un symptôme à prendre en compte comme bah, des pratiques, je sais pas moi, des tournements, des évolutions, tout ça? oui. Oui, sauf qu'il est amplifié, c'est ça le problème. Et surtout, alors là, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que quand je parlais de ce qu'on peut trouver sur Internet, qui aujourd'hui peut être artificiel parce que c'est rédigé par un autom- un- une- l'intelligence artificielle générative. Ah bon, c'est vrai que ça peut être de la rédaction, mais ça peut être aussi de la traduction. C'est dans ce sens-là que je parlais des biais, dans le sens où ça va vraiment biaiser pour le coup la traduction, qui ne va pas, ça va pas être Mm. ça va pas donner la bonne traduction, parce que on aura, je sais pas, moi j'avais fait le test d'ailleurs il y a pas très longtemps. Euh, C'était, je crois, bah je sais plus, mais il y avait quelque chose du genre, je sais plus si c'était en espagnol ou en anglais. Euh, The boss and the secretary, c'est le dirigeant et la secrétaire. Et ça va être amplifié. Oui, Et oui. j'avais fait le test avec l'espagnol, je crois que j'avais mis El bailarín y la camionista, et ça m'a donné la danseuse, Il a enfin, et raison. le camionneur. Enfin, c'est carrément, le français rétablit la vérité. Oui, oui. Donc c'est plus dans ce sens-là. Donc là, pour le coup, ça n'a vraiment plus aucun, pour une analyse vraiment dans la linguistique,
bah, c'est complètement bidon, quoi, parce que là, pour le coup, ça va pas du tout. Ok, C'était plus ça que je voulais dire. ouais, Euh, Après, au niveau des biais, oui, voilà, je parlais plus de l'amplification des biais qui fait que ça fait comme une boucle une et distorsion, ouais. voilà, c'est ça. Ok. Et alors, bon, alors une fois que vous avez composé votre corpus, vous avez souffert parce qu'il fallait trouver, il fallait que ce soit représentatif, parce que bon, ça, c'est pas facile de trouver un corpus, hein, supposément, un échantillon supposément représentatif, tout ça. Enfin, je sais pas comment vous faites pour justifier ça dans une thèse, j'imagine que c'est dans l'introduction. Bon, et alors après, vous faites vos tableaux, vos machins, tout ça, puis alors, c'est comment un plan de thèse de linguistique alors? Alors, un plan de linguistique, je ne saurais pas dire en général, mais en tout cas, mon plan, pareil, ça a été difficile, mais finalement, en fait, c'est un peu l'éléphant qui accouche d'une souris parce que ça a été en gros prolégomène. Je l'ai là devant les yeux, mais bon, je crois que c'était les prolégomènes, enfin les questions théoriques, le Ouais, ouais, corpus, tout ça. Les parcours, j'ai analysé je crois que c'est la partie 2 donc la partie 1 quand on rentre au cœur du sujet, périphrase, donc notamment l'aspect transcendant, enfin les temps composés, etc. L'emploi avec un attribut, l'emploi avec un circonstant et parcours syntaxique. Donc vraiment un truc hyper bateau, mais qui quelque part se tenait parce que donc moi j'ai travaillé dans l'optique, enfin dans l'optique, avec pour cadre la linguistique du signifiant, ok, qui remet en cause l'arbitraire du signe, etc. Et donc c'est ce que Marie-France Delport m'avait dit, et maintenant je le vois dans mes recherches, je l'ai vu dans mes recherches ultérieures. Bah oui, si on dit qu'un signe a un signifiant, un signifié unique en langue, et quelle que soit l'époque, et quelle que soit, bon après, quelle que soit l'époque, on peut en débattre, mais bon, en tout cas, dans une synchronidonie, on est obligé forcément d'analyser tous ces emplois. Et donc, j'ai analysé tous les emplois de essere, stare, avere, tenere. Oui, parce que du coup, dès qu'on tire sur un fil, on se retrouve avec tout le pull qui part. Donc, forcément, essere, stare n'était pas, ou stare, stare n'était pas complètement isolé. Voilà. Non, 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 il y avait les prépositions, il y avait d'autres verbes, il y avait. Enfin, et donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même plus simple, entre guillemets, si je mets ça dans des catégories, entre guillemets, traditionnelles, en commençant par ce qui est le moins évident, ou ce qui paraît le plus subduit, le plus... ce sur quoi le discours linguistique ou grammatical, surtout, va souvent dire, ah bah là, c'est des emplois ou c'est des copules, donc ils sont vides de sens. Et c'était pour dire, bah non, non, en ouais, fait, et ça dit certainement pas grand-chose mais ça dit un petit peu quelque chose et il fallait que je commence par ça. ouais, Donc voilà, c'est après par contre le plan, je me souviens l'avoir travaillé, retravaillé et d'ailleurs c'est quelque chose que je crois que je referai plus aujourd'hui. Je me suis laissé un peu alors à la fois j'ai rédigé dès le départ, j'en parlerai plus tard je pense. oui. J'en parlerai après. Et en même temps, j'ai été hyper corseté par mon plan qui, du coup, comme j'étais pas assez avancé, bah, c'était pas, il était pas bon. J'ai changé, je sais pas combien de fois, j'en ai fait des nuits blanches. Et ça, je crois que à des doctorants ou des aspirants doctorants, je dirais aujourd'hui de ne pas faire comme j'ai fait. Ah, Donc, on aura le temps d'en parler au moment des conseils des docteurs, aux doctorants. Et on en parlera tout à l'heure des conseils, vous inquiétez pas. Et vous direz dormez. Euh, oui, oui, je confirme. alors du coup, parce que souvent une thèse, et ça ne veut pas dire que la thèse n'est pas porteuse, ne fait que, non j'enlève le ne fait que, confirme l'acquis. Ou alors au contraire prend à rebours l'acquis, ou alors complète un point de silence, une vacuité, une vacance, pardon, observée en chemin. Donc vous, votre thèse par rapport à ce une Oui. appréhension empirique de Cell et Star, est-ce que vous dites, ah bah là, moi j'ai trouvé que non, on se trompe à dire continuellement Cell et Star, ceci, cela, ou alors qu'au contraire, vous dites, bah oui, moi j'ai confirmé l'acquis, mais avec tel et tels arguments. Alors, vous parlez de l'acquis, c'est-à-dire de tout ce qui a été Du acquis au préjugé, plan. disons, voilà, du préjugé de Cell et Star pour un hispaniste lambda, Non, ou pour un espagnol ou un hispanophone en général lambda, quoi. bah, vraiment, moi, alors pour l'italien et pour l'espagnol un peu plus marginalement, je dirais,
pour l'italien, je crois vraiment quand même, enfin ça fait très prétentieux de dire ça, mais Mais oui, mais avoir montré que... Pardon? c'est normal que vous ayez trouvé quelque chose, donc il n'y a pas de Oui, prétention. voilà, ouais, Voilà. j'espère, oui, c'est vrai. Mais je crois quand même vraiment que là, le coup de la variante méridionale, on peut pas c'est pas possible, quoi. Ok, Ça n'existe ça tient pas. pas. Enfin, c'est peut-être statistiquement plus fréquent, mais Oui, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a une moindre fréquence de SLA que ça n'existe pas. Et clairement, les effets de sens étaient les mêmes. J'ai fait exprès de prendre des exemples de Milan, de Turin, enfin voilà, pour montrer que bah non, on a stare aussi quand on veut dire que quand il y a plus de charges intersubjectives, disons, ok. et voilà. Et, et pour l'espagnol, alors je pense pas avoir trouvé grand-chose, enfin en espagnol c'était beaucoup plus réduit, puisqu'en fait c'était vraiment, je partais disons plus de l'espagnol comparé avec l'italien, Oui, mais l'espagnol je me suis quand même amusé, j'étais assez content de ça, bon je sais pas si c'est très orthodoxe, mais j'avais pris tous les adjectifs dont on disait que c'était impossible oui, qui s'associent avec ser ou estar. Et je m'étais amusé à aller chercher, là pour le coup c'est pour ça que je parle, que je sais même pas si ce serait possible vraiment de le faire aujourd'hui, sur Internet, quand je trouvais pas, sur les corpus, et je me suis amusé à chercher ser vacío, toutes ces choses-là, ser intacto, et en fait à chaque fois j'ai trouvé quelque chose. Et ça c'était vraiment, c'est pas, je dis pas que j'ai prouvé quelque chose, mais ça c'était, je me souviens très bien de ce moment-là, c'était génial. C'était juste, je me dis, merde, pardon, je me disais c'est fou. La langue peut, tout presque tout est tout le temps possible. Voilà, on peut tordre la langue, ou plutôt c'est que les locuteurs en fait ont une conscience très aiguisée, sans le savoir, de pouvoir de jouer en fait, de pas jouer en fait, d'utiliser les éléments linguistiques pour. Ça veut donc bien dire qu'ils disent quelque chose tout le temps. Et, quel que soit, et que ça dépend pas forcément du contexte, le contexte c'est autre chose, quoi. mais, Je sais pas si. dans ces exemples-là, parce que évidemment, sur Internet, dans un corpus, on peut tout trouver. Enfin, je veux dire, Oui, oui. des fautes, des... Bon, Oui, bien sûr. voilà, c'est-à-dire Mais que là, objectivement, les exemples dont vous parlez, c'était des exemples où c'était pas une faute de grammaire, point. C'est qu'il y avait non, vraiment non, non. une Alors, c'était. répétition. Moi, je me suis c'est parce que j'ai aussi d'abord, je me suis assuré qu'il y avait des champs référentiels qui étaient quand même souvent couverts, voilà. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat, ça c'est clair. C'est vrai que, mais en même temps, pourquoi se priver aussi de ces occurrences? J'ai regardé si c'était massif ou pas. Je me souviens de ça. Et je me souviens de, bon, ça c'est amusant, mais là je l'ai retrouvé, je crois. Avec Intacto, c'était quand même vraiment massif. C'était par rapport à la non-circoncision pour les hommes ou à Ouais. la virginité pour les femmes. Là, je me souviens, il y avait un post Facebook, je crois, Orgulloso de mi prepucio, orgulloso de ser intacto. Et là, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, au bout d'un moment, bon, bah, peut-être que c'est des erreurs à chaque fois, mais bon, il y Non, a un fait sous présomption qui fait que ça s'installe. donc je me suis autorisé à dire, bon, bah là, c'est peut-être pas orthodoxe, mais, euh, mais ça vaut le coup de faire ce pari-là, quoi. Donc, si on récapitule, si vous deviez résumer votre thèse en quelques phrases, vous avez l'impression d'avoir démontré quoi? Finalement, quelle est la thèse de votre thèse? Alors, je pense que la thèse de ma thèse, c'est que le essere stare et sere star ne s'opposent pas, mais se complètent. Et, et qu'ils auraient enfin, même signifié, si en gros, mais qui se déploieraient différemment dans les deux langues en fonction disons, des contraintes discursives, et que l'italien jouirait d'une plus grande liberté. Et d'ailleurs, l'espagnol a évidemment évolué, en fait, parce que c'était pas pareil avant. Et c'était aussi, oui, que le stare, et donc star serait la forme marquée, et qu'elle porterait plus la trace le sceau de la subjectivité du locuteur ou du partage interlocutif. Et c'est vraiment particulièrement vrai pour l'italien puisque c'est plus mobile.
On a beaucoup de cotex, c'est toujours très fourni. Voilà, c'est ça qui est plus, qui est vraiment prégnant, je trouve. Et ces instructions sont liées au fait, donc puisque j'ai travaillé dans le cadre de la linguistique du signifiant et plus exactement dans le cadre de la lognématique, la submorphologie, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on a des submorphèmes, donc qui ne sont pas forcément porteurs de sens, mais qui sont des amorceurs de sens. Et ces submorphèmes, on a des régularités parce que c'est quand même, ça commence à être prouvé quand même en anglais, puis dans les langues romanes qu'on a vraiment des, je sais pas moi, par exemple, huevo, no huevo, tout ce qui va être lié à la sphère du moi, me, mi, des choses comme ça, qui font que, bon, on peut se dire, bon, bah là, il y a des éléments grammaticaux qui font que ils sont euh, construits selon avec des instructions sensorimotrices qui sont véhiculées par le phonème. C'est-à-dire que, donc, concrètement pour stare et essere stare, donc ce que je crois avoir démontré, c'est que, bah, après c'est peut-être complètement faux, hein, mais en tout cas à l'époque c'était ce que qu'on a donc cette idée de la sifflante en fait, qui est la fricative qui a d'un souffle continu. Et après, donc, on a une interruption avec le T, avec l'occlusive qui provoque un statisme et d'où en fait ces effets de sens différents en fonction de l'emploi de essai ou de style. Je ne sais pas si c'est clair du tout ce que Si, j'ai si, dit. si, c'est clair. C'est clair, c'est Oui, clair. bon. D'accord. On présente nos travaux, mais en même temps, on ne fait pas de la vulgarisation. Enfin, je veux dire, on est entre chercheurs, donc c'est normal que vous entriez dans des détails techniques et il y a aucun problème. D'accord. Alors, vous avez parlé de Marie-France Delport et c'est bien, c'est l'occasion de cet Hmm. entretien de lui rendre hommage. Oui, Et ouais. à part, alors vous pourrez en reparler si vous voulez, mais à part Marie-France Delport, est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants dans ce parcours de thèse et pas nécessairement que dans le champ académique? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu, aidé, qui sont importants et que vous auriez envie de remercier aujourd'hui? Alors déjà, il y a toute ma famille, évidemment. Il y a aussi beaucoup de mes amis au niveau hors académique. Beaucoup de mes amis parce que, donc bon, euh, hélas, bon, Madame Delport était assez malade en fait à la fin et c'était très compliqué quoi, pour ce qui était normal, hein. Et donc je me souviens que mes amis m'ont vraiment, quand j'y pense, ils ont été super et ma famille, les derniers mois, j'ai été mais dans un état lamentable. C'était horrible. Alors aujourd'hui, j'en parle avec plaisir, mais vraiment à l'époque, Mm. j'en menais pas large. Et donc, ils m'avaient relu. En plus, c'était quand même des choses qui sont techniques. Voilà. Et ils avaient organisé ce qu'ils appelaient comme un Damienton, où ils s'étaient reliés pour me relire des pages et des pages et des pages. Ils ont vraiment, ça a été ça, pour le coup, voilà. Indistinctement, vraiment beaucoup de mes amis et ma famille. Et ensuite, au niveau intellectuel, universitaire, je pense à Élodie Blestel qui m'a relu aussi et avec vraiment une acuité, une exigence. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Puis bon, après, on a aussi des échanges théoriques qui ont continué, quoi. Et je pense aussi, surtout donc il y a eu les séminaires du GERLIS à Paris 3, enfin qui est organisé par Paris 3 et Paris 4, je crois, mais c'était à Paris 3 avec Éric Beaumatin. Et il y avait aussi, surtout quand même, Christelle Fortunaud-Brémond, qui était à l'époque, non, qui était déjà à Rennes 2, je crois et parce que c'est elle qui m'a mis dans comment dire, j'avais eu en licence d'espagnol, donc au moment où j'étais à mon master d'italien, et j'ai eu vraiment une révélation. Vraiment, je me suis dit, oh, ça y est, grâce à ces cours, parce que j'avais linguistique traduction avec elle, vraiment c'était top, quoi, parce que je me suis dit, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Je sais, je comprends comme ce que c'est que la linguistique, qu'est-ce qu'on peut, quel sujet on peut trouver. Et j'avais l'impression, pendant ces cours de linguistique, c'était la première fois que je voyais un professionnel faire le lien entre son enseignement et sa recherche. Parce que pour moi, c'était toujours quelque chose de très vague. En fait, là, je savais qu'une partie
des enseignants qu'on avait à la fac qui étaient enseignants-chercheurs, mais bon, je me dis, bah, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sortent une lettre d'un tube à essai ou d'un... Enfin, je sais pas, c'était un peu, Ouais. C'est ouais, voilà, flou, vague, oui. quoi. C'est vague, ouais. Voilà. Et là, c'était vraiment très intéressant parce qu'elle mettait des exemples issus de sa thèse ou de ses recherches, sans en faire, sans que ça prenne trop de place, mais je trouvais, ça m'a, voilà, à ce niveau-là, et aussi au niveau, on va dire, théorique, presque épistémologique, voilà, il y a la linguistique du signifiant, ça a retourné ma vision des choses complètement, et je me suis dit, mais oui, non, mais c'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre, quoi. Ouais, je comprends très bien. Et donc, c'est elle que j'ai contactée pour commencer ma thèse. Elle m'a dirigé vers Marie-France Delport et puis elle m'a suivi. Elle m'a beaucoup, beaucoup conseillé pendant très longtemps et même après ma thèse. C'était très, très important pour moi. Parfait. Alors, à propos des difficultés, vous en avez déjà évoqué pas mal, notamment la lassitude des derniers mois, les cauchemars, enfin les nuits blanches. Oui, 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 je Euh, confirme. est-ce que vous en voyez d'autres dont vous voudriez parler? Et le cas échéant, est-ce que vous avez les solutions que vous avez trouvées pour régler ces problèmes? Ou en tout cas, si ce n'est pour les régler, pour les juger secondaires ou les laisser en pâture pour plus tard. Alors, je me souviens là, ce qui a été dur, là, c'est plus, je parle plus au niveau du fond, enfin théorique, enfin, scientifique. Je sais qu'il y a un moment, et je crois que c'est que la thèse qui m'a fait faire ça. Enfin, où vraiment, je me suis dit, j'atteins mes limites intellectuelles. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ouais, Il y a des choses, des articles que je lisais, je me souviens de ça. J'ai été très découragé à un moment parce qu'il fallait absolument que je travaille sur les verbes inergatifs, inaccusatifs, dans la logique de la grammaire générative, enfin, qui n'était pas du tout mon domaine. Et j'étais là, mais juste, je comprends pas en fait. J'essaye de. J'ai beau tirer le problème dans tous les sens, et j'en avais parlé à Madame Delport qui m'a dit au bout d'un moment, bon, essayez de faire un résumé, de voir un petit peu ce que vous en avez vraiment besoin, si vous n'en avez pas besoin. laissez tomber. Ouais. Laissez tomber. Ouais. Et en fait, je croyais que j'avais laissé tomber et du coup, j'ai un peu regardé ma thèse hier et en fait, non. Donc, je suis quand même content. C'est vrai que j'ai fait l'effort de faire ça. Donc, ça, c'est vraiment au niveau théorique, mais cette impression quand même très désagréable. Et en même temps, c'est marrant de se dire qu'on a quelque chose de. Là, juste, il y a des choses qui dépassent mes compétences, quoi. Ouais, le seuil Ça, d'incapacité, ouais, le fameux. c'est ça. Je me souviens de cet exemple-là, il y en avait certainement d'autres. Mais ça m'avait marqué. J'y étais resté vraiment longtemps et j'ai pas tout compris. Donc il y a ça, on se heurte vraiment, je trouve, à ses limites. Ouais, c'est vrai. Mais après, il faut aussi l'accepter, quoi. Et donc il y avait les corpus, j'en ai déjà parlé, la relecture. Et il y avait le fait que alors c'était un problème qui finalement n'était pas tant que ça. J'avais l'impression de rien avoir en fait. 2 mois avant le dépôt. 2 ou 3 mois. Moi, je sais plus. Le temps se dilate un peu, enfin se déforme un peu, donc c'est peut-être 6 mois, je sais plus. Bref, un petit peu avant de rendre ma thèse, en unité de temps thésard, hein, donc peut-être 6 mois. Ouais, c'était ça. Et je me disais, j'ai rien, je comprends pas. Enfin, j'étais désespéré, quoi. Et je me suis dit, je vais regarder dans ce que m'avait dit de faire Madame Delport, c'est-à-dire me faire ce qu'on appelle des tiroirs à idées, ce qui est peut-être pas. Alors, peut-être qu'il ne faut pas conseiller ça en fait, mais elle m'avait dit, vous écrivez, tant pis. Même si vous écrivez un tout petit peu, vous faites des tiroirs à idées, même si vous n'avez pas de plan, etc. Et je me suis rendu compte, en fait, en ouvrant tous ces tiroirs à idées, ou ces fichiers un peu épars que j'avais, qui étaient, voilà, je pensais que j'avais vraiment rien, et j'avais, je sais pas, 1000 pages peut-être, enfin, un truc énorme, quoi. Ouais, Et donc c'était pas forcément plus facile pour faire, à la fois c'était pas tellement plus facile parce que ça mérite, il fallait vraiment travailler dessus, et en ouais. même temps j'avais quand même beaucoup de matière. Et donc en fait c'était pas tant un problème que ça, quand j'y pense. Mais Ouais. c'était plus les problèmes qu'on se crée dans notre tête, quoi. Ah bah ça, Les espèces oui, je sais pas, je trouve pas le mot, excusez-moi. Oui, d'obstacles qu'on se met un peu, mais qui sont oui. juste dans la tête. Bon, ça fait un peu développement personnel comme ça, mais de Et se dire, c'est vrai, ça fait partie de la traversée de la thèse. C'est pas que des contenus intellectuels, hein, mais c'est aussi Vous avez dit, ça j'ai bien aimé,
on est confronté à ses limites, ça on le dit pas assez, mais, mais c'est vrai. Bah ça, oui, ouais, je l'avais vraiment... oui, je me souviens de ça. C'est assez désagréable. Et en même temps, ça m'a appris peut-être à me dire... Alors maintenant, je suis beaucoup moins exigeant avec moi-même. Enfin, je sais pas si c'est... Ouais, voilà, je suis en train de le dire publiquement, mais c'est peut-être pas plus mal, quoi. Mm. Je sais pas. Quand je rends un article, je me dis, je suis pas là à le retravailler 15 jours. Enfin, je dis ça en fait, si, mais moins qu'avant. Oui, Et tant pis, il est là, ça vaut ce que ça vaut, il sera jugé. C'est le but. Et puis voilà, il vit sa vie d'article une fois. oui, oui. Je finis quoi. Voilà, je finis et puis c'est comme ça. En plus, il faut, Ah, là, c'est un peu. faut se souvenir que quand on fait une thèse, on est un chercheur débutant et que ces choses qu'on ne comprenait pas à un moment donné, on les comprend plus tard. Enfin, c'est normal d'être confronté à des difficultés alors qu'on a une masse d'informations à acquérir, Oui, faire des raisonnements alors que nous, on nous a fait faire des dissertes, une vingtaine de pages. Et là, d'un seul coup, on a un paquebot de 600 pages, 500, 600 pages à manœuvrer, c'est quand même pas évident. Donc, oui. bon, il faut effectivement assumer que, il y a des choses qui seront remises à plus tard, y compris des compréhensions. Alors, vous avez dit que la thèse vous avait empêché de dormir, mais bon, vous en avez rêvé ou pas? Vous avez fait des cauchemars de la thèse et le cas échéant, je sais pas, Oh oui. vous étiez poursuivi par le Gaffio, le Bernard Coquet et Barbore et Potier, tout ça, Alors, non? je me souviens pas des rêves parce que je pense que je les ai refoulés, mais je sais que j'en ai fait beaucoup. Ouais. Ah Et ce ouais. que je me réveillais au milieu de la nuit, c'était. Bon, après, ça peut m'arriver pour une traduction aussi, hein, cela dit. Mais tout Mm. d'un coup, forcément, on n'a pas la réponse à 4 heures d'après-midi, puis à 4 heures du matin, ah on Oui. se lève, et je dis, ah, faut absolument que j'écrive ça. Donc, et quand j'y pense, c'était n'importe quoi, comme, comme hygiène de vie. Mais, Mais est-ce que, mais- alors justement, moi qui suis ce genre de dixité là, qui se réveille en plein milieu d'une nuit, il me faut un carnet à côté de mon lit parce que j'ai une idée, ouais. vous trouvez qu'elles passent le cap de l'aube, ces idées, après la nuit, elles sont formidables, quand les relit le matin, est-ce qu'elles sont pas un peu, bof, Ah oui, c'est vrai, et peut-être. pas Oui, oui, peut-être en plus. Donc, comme quoi, ça vaut peut-être vraiment même pas la peine, quoi. de Oui, se c'est réveiller, hein, vraiment beaucoup de. on devrait faire, laisser la lumière éteinte C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, j'avais pas pensé à ça, mais oui, oui, c'est vrai en plus. vous Donc, y raison de plus réfléchissez pour plus bien dormir. attentivement la prochaine fois que ça hein, et vous m'envoyez un mail pour me dire Oui! une idée que j'ai trouvée géniale à 4 heures du matin et à 8 heures, elle était tout à fait radée pâquerette, hein. Ou alors au contraire. Bon, alors après toutes ces difficultés, un jour arrive la soutenance. Alors commencez par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury. Oui, alors il y avait bien évidemment Marie-France Delport, donc de Paris 4, qui était ma directrice de thèse. Il y avait aussi, donc il y avait en fait deux hispanistes, dont Madame Delport, deux italianistes et un angliciste, enfin plutôt en linguistique générale, disons, voilà, donc c'était assez équilibré, je trouvais. Donc il y avait donc Marie-France Delport, Louis Beggioni, de Lille 3 à l'époque en tout cas, Didier Bottino, du CNRS, Christelle Fortuno-Brémond, que j'ai déjà évoqué, et Alvaro Rocchetti de Paris 3. Bon. Quel souvenir vous gardez de cette journée? Un excellent souvenir, vraiment. De la journée en général ou juste de la soutenance? Parce que souvent, cette journée-là, elle nous marque pas nécessairement pour la soutenance en elle-même, mais pour des choses qui se sont passées avant ou après. Je me souviens de avant, de après et de pendant. Non, ça m'a marqué. Ah, Ouais, je m'en souviens, ça m'a marqué, ça m'a étonné. J'y avais assez. Alors, c'est un peu. Il y a des choses finalement très. Il n'y a pas que le côté scientifique, universitaire, professionnel. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui se jouent dans la soutenance. C'est vraiment un jour. C'est pas une formalité. C'est une formalité, au sens que c'est formel. Et il y a, je sais pas, il s'est joué beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de, j'avais presque envie de dire d'amour. Il y avait beaucoup, je sais pas, j'ai ressenti plein de choses. Et c'était plutôt une très bonne surprise parce que je pense comme beaucoup de monde dans ce milieu, peut-être dans d'autres, mais peut-être à l'université, il y a peut-être le syndrome de l'imposteur, il y a, je oui, sais pas. Et j'ai été persuadé que j'allais me faire massacrer, que ça valait rien, que voilà. Et alors évidemment, il y avait des choses à revoir, enfin, mais c'était plutôt très bien, ça s'est plutôt très bien passé. Et j'ai été vraiment hyper stressé la veille.
Oui, Mais ça a été vraiment, oui, j'étais très stressé aussi pendant. Donc ça s'est pas bien passé au tout début parce qu'il y avait un petit conflit voilà, entre deux professeurs, mais finalement, en tout cas au vu du rapport de soutenance, j'ai bien répondu et je suis retombé sur mes pattes et voilà. Mais ouais, puis il y a le côté un petit peu, on passe de l'autre côté, entre guillemets, je sais pas comment dire. Ouais, on est plus légitime. Et ça aussi. Bah, après, si j'avais fait une soutenance, si ça avait été mauvais, ça aurait pas été le cas. Mais voilà, j'ai vraiment cette impression c'est mieux que ce à quoi je m'attendais d'accord. au niveau professionnel, disons. Enfin, donc c'était déjà hyper important pour moi. Donc voilà, je me suis vraiment, ouais, j'ai pris conscience que j'avais fait voilà, ouais, un sacré truc. J'étais content. Pour le coup, ça a fortifié un peu ma confiance en moi et voilà. Le lendemain, j'avais l'impression d'être passé dans une machine à laver à l'essorage. J'étais crevé, mais bon, Oui. voilà. Bon, puis il y a eu la fiesta aussi après. Bah, j'espère bien. Voilà, quand même. De tout ça, voilà, c'était un moment ouais, vraiment, que j'oublierai jamais. Vous étiez ému? Oui, très, ouais. Vous avez pleuré? Ouais. J'ai pas pleuré, non, j'ai pas le souvenir d'avoir pleuré, mais j'étais très ému. Bon, c'est bien. Ouais, C'est bien. ouais, Faut le vivre comme ça. Les gens qui sont un peu blasés, ouais. oui, bon, la soutenance. Non, non, vous avez raison, c'est important. Vous êtes adoubé, vous êtes parmi vos pairs qui vous disent ce qu'ils ont à vous dire parce que justement, on disait tout à l'heure, vous êtes un apprenti chercheur, donc il y a des choses à corriger. C'est pas pour rien qu'on fait une HDR ensuite, hein. C'est que Ouais, on a besoin d'améliorer ses pratiques, tout ça. Mais enfin là, on vous dit, bon, bah, c'est vrai, ce que tu fais, ça mérite d'être récompensé, quoi. Parce que c'est pas rien quand même le titre de docteur. Donc voilà. oui, c'est vrai. On Mais a oui. peut-être tendance à l'oublier, mais oui. Mm. Alors, dans quelle mesure est-ce que vos enseignements d'aujourd'hui et votre recherche d'aujourd'hui continuent d'être influencés par ce travail-là? Alors, c'est plus, je dirais, au niveau d'une vision de la langue que du sujet en soi. Oui, je comprends. Et ça, pour moi, c'était assez clair dès le début d'ailleurs, même avant enfin, quand j'ai commencé ma thèse, que c'était pas forcément, je crois que je l'ai dit un petit peu au début, c'est pas forcément, j'étais pas forcément, honnêtement, j'étais pas forcément passionné par celle et Stal. Je suis pas passionné par une forme de langue en fait. Mm. Je suis passionné par ce que ça dit de la langue et de notre rapport à la langue et du rapport entre la langue et le monde. Mais par rapport à mon enseignement, je me suis rendu compte que souvent, c'est les questions les plus simples qui sont les plus complexes. J'essaye de partir, enfin en tout cas dans les cours de linguistique, d'exemples Alors ça c'est difficile, mais enfin, d'avoir un peu, disons, une approche inductive, on peut dire. Donc ça, quelque chose mais qui n'ignore pas non plus la complexité, quoi. Mais je sais pas, par exemple, pour les phonèmes, la différence entre phonème et phone, j'essaie de leur faire prononcer, en fait, et leur dire, vous voyez, si vous prononcez, je sais pas moi, qui, cou, ça peut être, voilà, c'est qui, cou, qui, ka. Vous voyez bien qu'en fait, le que, vous prononcez différemment, donc il y a une différence entre. C'est bien qu'il y ait des phones, c'est au niveau de l'articulatoire, hein, c'est pas pareil, quoi. Mais que si vous remplacez enfin, que par ce, ça fait ka, ça, donc ça donne des mots différents, donc c'est des phonèmes, et que vous reconnaîtrez quand même une propriété commune parmi tous ces phones. Et j'essaie de faire ça, j'essaie de parler je sais pas, quand j'en parle du référent, je montre quelque chose qui est à travers la fenêtre. Je sais pas. Et puis c'est aussi une invitation en fait à l'altérité. J'essaie de prendre ça comme la linguistique, pas comme quelque chose d'aussi aride que ce qu'on croit, ouais, de prendre des exemples du quotidien, et parce que c'est finalement quelque chose de très matériel et très. La linguistique, finalement, c'est Concret, très oui. physique. Euh, Mhm. enfin, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais voilà. Et puis, par rapport à mes recherches, voilà, comme je disais, c'est plus le cadre théorique, donc la linguistique inactivisante, la linguistique du signifiant, la morphologie, qui fait que et ça, par contre, ce qui fait que je continue des recherches bon, à un rythme pas, enfin, voilà, un rythme pas forcément soutenu parce que j'ai pas de pause dans l'enseignement supérieur, etc. Mais j'essaye quand même de continuer un petit peu mon chemin de chercheur.
toujours dans avec pour catégorique la linguistique inactivisant, parce que le langage est vraiment en acte, c'est vraiment quelque chose qui est incarné. Et plus ça va, par contre, pour le coup, si au niveau des recherches en soi, là, j'essaie de travailler un petit peu sur le catalan, sur les verbes velar en catalan, enfin bon, bref, ou sur des formes en ifar, ificar, ear en espagnol, je ne sais pas ce que je vais trouver. Par contre, plus je fais des recherches sur différentes formes, plus à chaque fois, en fait, se confirme pour moi l'axiome de l'unicité du signe et du signe, de la motivation du signe linguistique. À chaque fois, c'est ça pour moi. Alors, pour les autres, je sais pas, mais pour moi, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est le C'est cœur. en ce sens-là plutôt que ça m'a. Après, c'est à les stades. Bon, même si je vais préparer un colloque sur je vais me faire une communication dans un colloque sur Célestal au niveau plutôt de la grammaire. J'avoue que j'en ai tellement mangé que non, quoi. Bon. Très honnêtement. Oui, mais ça, enfin bon, c'est comme moi avec ma thèse sur Garcia Marquez. Pendant un moment, on a Ah envie oui. d'autre chose, puis après, en fait, ça revient pour d'autres raisons, Oui. tout ça, et vous allez voir, vous mesurez encore mieux l'écart entre le doctorant que vous étiez et le chercheur que vous êtes devenu, d'avoir pris du recul par rapport à vos travaux d'avant sur ce sujet. C'est quoi Mhm. un bon prof? C'est quoi un bon chercheur? Oh, la question piège. Bah, non, pas forcément. C'est-à-dire comme ça, au débeauté, si vous dites, ben, les bons profs que j'ai eus, les bons chercheurs que je lis, c'est pourquoi je les trouve bons, quoi, ces gens-là. Ah, il y a plein de raisons. Je crois qu'un bon prof, c'est bah, l'envie de transmettre. Bon, c'est tout bête, hein, mais vraiment l'envie de partager, déjà, d'abord et avant tout. Et puis toujours l'envie d'étonner, de partir de l'étonnement, des émotions aussi peut-être, des apprenants. Parce qu'on on fait rien sans émotion. Ouais. Même en linguistique. Peut-être surtout, Même, même avec la syntaxe, même avec des phonèmes, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. On ne dirait pas, mais. j'en doute pas. Et alors, le bon chercheur, alors, c'est lequel, celui-là? Le bon chercheur, alors pareil, je vais répondre à quelque chose d'un peu bateau, mais je crois que c'est quand même vrai, c'est de se dire qu'on ne sait rien. À chaque fois qu'on sait rien et de tout le temps, enfin à la fois ça, parce que je trouve que plus on se spécialise ou plus on apprend, plus on, on approfondit un sujet, plus on se rend compte de tout ce qui nous reste à voir et que donc qu'il y a quelque chose qui peut être vertigineux. Et en même temps, il y a ça. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, aussi maintenant, peut-être savoir lâcher. Savoir dire stop, on est humain, et de se dire, bon, bah ça, pour une raison X ou Y, j'ai pas le temps, je peux pas voir. C'est frustrant, mais, et peut-être que ça peut permettre d'être plus efficace d'une certaine façon. Oui. Ok. Je sais pas. Mais peut-être que je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas de Mais bonne réponse, hein, parce que oui, chacun, oui. a ses admirations pour des raisons Ouais, bien ouais. précises, quoi. Mais il y a plein d'autres choses en fait. Il y a plein d'autres choses que Bon. là, je n'arrive pas, qui me viennent pas tout de suite, quoi. Je me demande si un jour, il ne faut pas qu'on fasse une table ronde sur qu'est-ce que c'est qu'un bon prof et un bon chercheur et de Bah oui, discuter tous collectivement. bah oui, Parce qu'on parle oui. beaucoup, Ah, et on parle puis, beaucoup des étudiants, mais nous, et nous, les profs, qu'en bah est oui. notre... hein. Peut-être un bon prof, si je peux me permettre de. Il y a peut-être aussi le fait Alors, je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois, donc peut-être que c'est. Je me souviens d'un espèce de moment de grâce avec des quatrièmes où. Peut-être que là, j'ai été un bon prof, je sais pas. C'est quand on arrive à. J'ai pas besoin de parler, ils parlent entre eux. Enfin, ils parlent entre eux, pas, ils bavardent pas, mais ils font des phrases. Et j'avais l'impression d'être juste le chef d'orchestre comme ça, et ils ont leur autonomie. Et ça, c'était chouette comme, comme moment. Je me suis dit, ah, là, c'était super émouvant, en fait, de Ouais, voir ouais. les élèves. Mettre en pratique euh, et Ça m'est être arrivé qu'une fois. autonome. Mais, Ouais. Ah bah, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. oui, voilà. Bon. Là, je me suis dit, ah là, il y a peut-être un truc qui est réussi. Mais. Bon, alors, est-ce que vous faites partie des gens qui ont relu leur thèse ou de cette autre catégorie de gens superstitieux qui se disent, ouh là 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 là, je veux pas ouvrir ce machin-là, c'est la boîte de Pandore. Alors, mais c'est pas, je me suis pas nié catégoriquement à la relire. Par contre, je l'ai jamais relu en entier.
Mais en fait, pour des raisons pratiques, parce que j'ai continué quand même sur Célestal et s'est installé pendant un certain temps, mine de rien, ma thèse c'était quand même une mine d'informations pour moi. Et puis comme c'est moi qui l'avais fait, c'était quand même vachement pratique Ouais. parce que je savais à peu près où trouver les éléments. Mais par contre, la relire en entier, non, je peux pas. Enfin, je sais pas si je peux pas. Bon, déjà, ça prend du temps. Je me dis que je préfère garder du temps pour autre chose. Mais par contre, c'est vrai que j'en ai relu des bribes. J'en ai relu, évidemment. Je l'ai relu un petit peu hier. Donc voilà, Bon. Et c'est. l'impression, c'est des pages, oh bah dis donc, c'était quand même pas mal, et des pages, Oui, ça il y a... casse trois pattes à un canard ou quoi? oui, alors voilà, c'est ça. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Qu'est-ce que c'est plan-plan? Et en même temps, des fois, ça m'arrivait de tomber sur des passages, comme je disais, pour des moments précis. Je me dis, oh, c'est moi qui ai écrit ça, mais c'est vachement bien. Je me- Ouais, des fois, j'ai été impressionné, quoi. Mais, Vous la reniez pas, celle-là, et- la thèse. pardon? Vous la reniez pas, la thèse. Vous ne... Non, je la relis pas, non. Ok. Non, 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 non. Bon. Elle est où chez Non, vous? non, non, elle est là, c'est bon, je l'ai faite, elle a été lue, et ouais, non, non. Mais le volume, il est Mais où? ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses que pardon, j'ai insisté sur les faits, c'est ce que je trouvais bien dans ma thèse, mais il y a beaucoup de choses, effectivement, quand je relis des passages, je me dis, oh là là, ouais, franchement, c'est pas top, quoi. C'est des trucs, ou alors des trucs, des choses qui sont vraiment très détaillées, ça sert à rien. Je doute qu'il y ait beaucoup de thèses qui passent le cap de cette évaluation rétrospective en disant, oh non, mais franchement, cette page, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Bon, alors votre thèse, elle est où chez vous? Elle est au fin fond de la cave, ou alors elle trône dans votre bibliothèque derrière vous, Non, elle n'est pas au fin fond de la gamme, mais par contre, elle n'est pas sur une bibliothèque, elle est dans un placard. dans un placard, ok. Et de temps en Ouais. temps, vous passez en vous disant, ah, c'est le placard de la thèse. Non. Sauf hier, quand je l'ai. Donc, pour le. Non, 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 ouais, Non. Bon, donc c'est pas... Mais après, après c'était quand je l'ai reprise hier, le voir le volume matériel, ça m'a fait quelque chose quand même. Ah, Ouais. Et je me suis dit, c'est lourd comme truc. ouais. C'est quoi? Bon. Alors, vous en avez donné aussi, là, c'est comme les difficultés. Quels sont les conseils que vous donneriez à de jeunes doctorants? De pas faire comme moi. D'avoir autant que faire se peut, parce que je sais que c'est pas complètement possible, une bonne hygiène de vie, dormir le mieux possible, avoir une routine. Et donc maintenant, je leur donnerai le conseil que vous m'avez donné, c'est-à-dire ne pas se lever pour écrire à 4 heures du mat, parce que de toute façon, ça ne sert, enfin, il y aura rien de bon qui sortira. Non, mais plus sérieusement, oui, voilà, vraiment avoir une bonne hygiène de vie, vraiment, c'est capital parce que ça dure des années, que ça peut empiéter sur tout le reste. Il y aura forcément un moment où ça empiétera sur tout le reste, mais de pas. Voilà, faire, comme je disais, ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire essayer au maximum. Ça, je sais que je le faisais quand j'étais freelance, ça m'a vachement servi par contre, mais c'était trop tard, j'avais déjà fait ma thèse. Euh, Entre guillemets, avoir des horaires de bureau, si possible. Mm. Parce que c'est aussi, les universitaires, on n'arrête jamais, enfin, on peut aussi ne jamais arrêter, et non, quoi. C'est pas, c'est, voilà. Déjà essayer, je sais que c'est pas tout le temps possible, mais essayer de faire ça. Et puis faire ce que m'avait quand même dit, pour le coup, Marie-France Delport, elle m'avait dit, même si vous écrire tous les jours un petit peu. Oui, Je sais que c'est pas forcément ce qu'on conseille, c'est pas forcément. Après, ça dépend aussi des personnalités, en fait, mais. Parce que voilà, c'est comme ça que l'angoisse de la page blanche enfin, elle va pas disparaître, mais on a quand même une base quoi, sur laquelle s'appuyer. On se rend compte qu'on n'a pas rien. oui. Euh, il y aurait d'autres conseils aussi, mais là, ça ne vient pas. Non, mais ça, c'est Euh, bien. À les horaires de bureau, moi, je trouve que c'est le meilleur conseil au monde. C'est-à-dire pour s'obliger à avoir, à pas réfléchir, à se dire, voilà, de telle heure à telle heure, je le fais, mais du coup, quand je le fais, je le fais. Et quand j'arrête, voilà, oui, en plus, c'est vrai. Oui. C'est tout le contraire de ce que j'ai fait, moi d'ailleurs. Donc, on a l'impression que c'est la masse qui va compter, mais en réalité, en faisant de la masse, on finit par être tellement fatigué qu'on perd de la lucidité et donc du temps sur c'est ça. l'ensemble du processus.
C'est ça. Et peut-être aussi, quand même, essayer d'avoir, encore une fois, ça dépend des personnalités, donc c'est pas, je pense qu'il n'y a pas un conseil qui vaut pour, enfin, on peut avoir des conseils différents pour chaque personne, mais euh, c'est un sacré boulot. C'est aussi, ça fait très très peur. Moi, ça me faisait très 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 peur. Aussi parce que c'est quand même le travail, c'est pas le travail d'une vie, mais c'est quand même, je pense qu'il y a de rares occasions dans la vie où on fera un travail d'une telle ampleur quand même. Ouais. Donc c'est quelque chose qui transforme aussi. Moi, ça m'a vraiment transformé, je trouve. Pour para bien ou para mal, je sais pas, mais ça m'a transformé. Et du coup, on met beaucoup de choses dans la thèse. On met beaucoup plus de. C'est comme pour les mots, on met beaucoup plus de poids dans la thèse que ce qu'on devrait lui donner en fait, quoi. Ouais. Et puis du coup, se faire confiance. Si on est là, c'est pas pour rien. Et encore une fois, tout l'inverse de ce que moi j'ai fait. Mais aujourd'hui, je conseillerais ça. Et puis j'ai trouvé bien que vous disiez, parce que ça, j'y crois beaucoup maintenant, c'est pas forcément un sujet au départ, c'était j'ai absolument envie de travailler sur cette chose-là et tout ça. Je pense qu'on est meilleur quand on n'est pas, c'est pas le sujet passion, quoi, parce que du coup, Ah, on peut garder une certaine distance à l'égard de l'objet. Et comme on sait que la thèse est dure, qu'au bout de 2, 3 ans, on en a marre de son sujet, c'est pas plus mal que on soit pas parti plein d'illusions et que c'est un travail, quoi. Ouais. ah oui, oui, d'accord, oui, 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 effectivement, oui, peut-être, oui. Voilà. Oui, Je oui, c'est vrai. retiens. Voilà. Et puis d'assumer de le dire, c'est-à-dire il faudrait dire absolument, j'ai eu la vocation toute ma vie, j'ai voulu travailler sur celle ou stade ou autre. Et en fait, voilà, c'est une rencontre circonstancielle, vous avez vécu quelque temps ensemble, Oui, puis voilà quoi. voilà, c'est ça. C'est Mais très sachant que moi, c'est très clair pour moi, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais c'est pas la langue en soi ne m'intéresse pas. Enfin, si ça m'intéresse, mais les formes en soi ne m'intéressent pas ouais, pour je ce qu'elles comprends. sont comme ça. C'est pas et parce que vraiment tout est prétexte. C'est à chaque fois l'objet d'étude pour moi est vraiment juste, si je peux me permettre, juste un prétexte Ouais, ouais, pour je comprends très très bien. Ouais, ouais, étudier quelque chose de plus ample. ouais, 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 je comprends très bien. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez prendre votre thèse? Alors bah, la gros machin, attention de ne pas vous le faire tomber sur le pied, ce serait dommage. Et lire la première phrase et faire un commentaire. C'est rétrospectivement, qu'est-ce que vous pensez de cette première Ouais. phrase? Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas s'il y a, parce que il y a l'épigraphe, il y a une citation il y a un exemple en fait, et la phrase. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je Votre lis? phrase à vous. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est estar d'un côté, être de l'autre, deux verbes dans une langue qui n'en font qu'un dans une autre. Alors quoi? Vous êtes Bah, déçu? c'est nul, je trouve. Ah nul, alors C'est dites pourquoi complètement. nul. Ça fait un truc de série Z, je trouve, je sais pas, ça fait. Mais en même temps, c'est pas ce que je voulais, mais je me dis, oh là là, c'est nul, quoi. Je sais pas. Ou alors si c'était à Je refaire, veux dire, si c'était à refaire, vous commenceriez comment? je sais pas. Je sais pas parce que comme je suis ancré en fait là. Comme je l'ai fait comme ça, je me souviens très bien de mon intro. Et c'est vrai que ouais, je sais pas trop comment je ferais autrement. Après, je sais que je voulais commencer par des choses simples. Je voulais faire quelque chose de très pas à pas, des phrases nominales pour mon introduction pour pas annoncer la couleur en disant voilà, c'est comme ça. Faire quelque chose d'un peu caricatural Ouais, pour ensuite passer à des choses plus précises. ok. D'où, après, je trouve que ça fait un peu, ouais. Bon, cela dit, après, ça se comprend aussi. Donc, Oui. c'était l'essentiel. Vous l'avez rédigé, l'intro, vous l'avez rédigé au début ou à la fin? Non, 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 je me souviens, ça me revient maintenant. Justement, je m'étais dit, j'ai fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais cela dit, ça m'a peut-être pas complètement desservi. Non, non, je l'ai faite avant. Enfin, je l'ai faite avant. Je l'ai retravaillé jusqu'à la fin, évidemment. Ouais, Mais j'ai pas, je sais pas si je commençais par l'introduction, mais je l'ai faite assez rapidement. ouais. Moi, ça me Même semble pour moi, en fait, on bien. m'a aidé à... Voilà, contrairement à la conclusion que pour le coup j'ai fait à la fin, et qui n'était pour le coup pas extraordinaire. Je sais qu'elle était un peu, on me l'a reproché un peu courte, un peu... Mais j'avoue que eh ben, en parlant de lâcher, finalement, j'en avais tellement marre. Ouais. Je devrais pas le dire, mais... Mais si, si, mais c'est la vérité, tout le monde en a marre de sa thèse. hmm. Mais du coup, j'ai pas forcément bâclé, mais je me suis dit, bon voilà, elle fera, je sais plus combien de pages elle fait, mais elle en fait pas 20 quoi. Vous étiez rincé, littéralement. Et ouais, genre vraiment littéralement. Puis Ouais, après, j'avais le dépôt, après, fallait faire.
quand j'ai fait le dépôt, je me suis rendu compte que on m'a contacté parce qu'il fallait faire la position de thèse, un truc de 20 pages. J'étais là, je me dis, mais ça n'en finira jamais, quoi. Donc, mais après, ça reste globalement un bon souvenir, mais, Ah, le mais ça, processus ouais. en lui-même, oui. Mais vous allez voir, c'est comme la maternité, tout ça. Là, Oui. ça fait que 13 ans, vous avez l'impression que c'est une éternité. Mais plus le temps va passer, plus vous ne garderez que le positif. Ouais, bon, bah tant mieux. Mais Voilà. ça commence à avoir le positif. Et ben, je vous remercie beaucoup de cet entretien, d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci à vous. Merci à vous pour cette initiative que je trouve fabuleuse.